Mesdames et messieurs, c'est l'heure de la castagne. Bonjour à tous, bienvenue sur Castagne FM. On est en mission en direct de Lisbonne. Il est à ma gauche, il a des béquilles, c'est Jérémy. Tu as toujours à me présenter comme ça, un petit peu comme si je rentrais sur une ère de combat, un peu, j'ai l'impression. Ouais, salut à tous, bonjour à tous, bande de petits castagneurs. Bon dia, on pourrait même dire, hein. On est à Lisbonne, là. Qu'est-ce que tu penses du bon dia de Jérémy, Alex ? Parfait, hein. Je pense qu'il a pris l'accent portugais. Voilà. Ah, tu voulais te moquer de moi ? Voilà, bon dia. Mais non, je suis fan de toi, Jérémy. Tu sais que je suis fan de toi, c'est pas du tout une vanne. On est avec nos deux super consultants, Alex de Campos et Mathias Jardin, qui sont avec nous pour continuer sur cette trilogie spéciale Européo IBJJF. Bonjour. Boa tarde. Voilà, moi j'ai pas fait le... Qu'est-ce que tu as pensé de l'accent de Mathias ? Parfait. Voilà. Il a vécu au Brésil de nombreuses fois, donc T'as il est validé. vécu longtemps au Brésil ? J'ai vécu de nombreuses fois. Ah ouais, voilà, c'est ça, de nombreuses fois. Et tu l'as vécu longtemps ? Je crois en la réincarnation. Oui, je suis resté un paquet de temps là-bas, donc j'ai pu apprendre le portugais du Brésil. Ah d'accord, ok, je savais pas Voilà. que t'avais vécu. Oui, et l'après-midi, Ouais, on dit boa tarde, on dit pas bon dia. Bon dia, c'est jusqu'à midi. Ok, donc ça va, c'est bon, j'ai retenu. Pas de soucis, non, mais c'est bon, tranquille, ça va, c'est bon, devant tout le monde et tout, merci Mathias, c'est cool, ça fait plaisir. Pour présenter, où est-ce qu'on est ? On est quel jour ? On est jeudi là ? On est jeudi, On exactement. est jeudi après-midi, voilà, moment où on enregistre ce podcast, qui sera diffusé, là, je ne sais pas quand est-ce que vous l'écoutez, nos chers petits castagneurs, selon le Wi-Fi du Airbnb. En tout cas, voilà, on va essayer de débriefer donc ces premiers jours, c'est-à-dire mardi les blanches, qu'on va passer rapidement, mercredi, qui était la journée avec les adultes bleus et violettes, et cette matinée, début d'après-midi, avec les masters bleu-violette. Voilà. Alors avant de commencer avec vous deux, là, les gars, là, les deux super consultants. Ouais, de Castagne FM. On voulait le donner un petit peu la parole à Lutfi parce qu'on a la chance là donc d'être dans l'appartement. On peut parler d'un appart dans le château de l'équipe de la Z-Team. Ah les gars, c'est une équipe qui a les moyens. On est bien chez vous, hein. Il n'y a pas de problème. Donc c'est peut-être même que ça résonne. Je crois c'est complètement dingue. Et on est donc avec Lutfi Ferra qui a fait 3e médaille de bronze hier en adulte ceinture violette. Oui, exact, bonjour. ouais, 3e, ouais. Et on en a parlé tout à l'heure rapidement, c'est pour ça qu'on voulait avoir aussi tes impressions, parce que je trouvais que tu avais une analyse intéressante et tout ça, et puis c'était assez inspirant d'entendre parler de cette victoire pour plein de gens comme Adri, moi, ou voilà, des gens qui vivent cette compétition d'un petit peu de l'extérieur, mais pour toi qui a été vécu comme une défaite quelque part, un petit peu déçu de cette performance, je trouvais ça... On aurait voulu que tu nous en parles. Ouais, défaite pour moi dans le sens où forcément j'ai l'habitude de gagner, donc c'est sûr que faire 3e c'est pas forcément un bon résultat, même si encore une fois je pense que pour 90% des gens c'est un bon résultat, et encore plus pour les Français, encore plus pour les Européens, mais bon, surtout que sur la physionomie de ma demi-finale, mon adversaire gagne 2-0 et moi 3 avantages, donc bon, on va dire que c'est plus frustrant que si je m'étais fait rouler dessus et que voilà, le mec était plus fort. Non, je pense que vraiment ça se valait, et puis de toute façon quand on arrive dans le dernier carré, je pense que tous les mecs se valent, et donc voilà. C'est ta première vraie compétition internationale en ceinture violette ? Ouais, c'est la première grosse compétition en violette. Donc, il y avait une appréhension de ça aussi, ou oui, de ton côté, je parle vraiment. Ouais, parce c'est vraiment là, on touche vraiment le haut niveau, donc forcément un petit peu, mais j'avais travaillé pour, et donc je savais que, entre guillemets, à quoi m'attendre, parce que j'avais déjà affronté certains mecs de la KT et que je savais que j'étais dedans, donc non, pas forcément. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, Mathias, donc, qui est l'entraîneur de... Non, attends, je vais donner le mien. Qu'est-ce que tu as pensé donc, de la performance de Lutfi ? C'est une belle journée. Il a fait une belle journée. Évidemment, on ne s'entraîne pas pour être 3e. Donc voilà, il a fait beaucoup de sacrifices, comme on en avait parlé dans le podcast avec lui.
Maintenant, là, comme il vient de le dire, c'est ça, dans le dernier carré, tous les mecs se valent, un combat, on refait 10 fois le combat, il y aura 10 vainqueurs différents. Encore, c'est pas lui qui va gagner 9 fois et Lutfi une fois, c'est plutôt, ça va sûrement s'équilibrer. C'est le jour, c'est la bonne solution, la bonne technique au bon moment. Voilà, c'est des combats qui jouent à rien, 2-0, un renversement en début de combat. Moi, en début de combat, je suis pas au bord, enfin, je suis pas sur leur bord. J'arrive au bout d'une minute puisque j'étais en train de terminer le combat de son frère à Nice qui combattait en moins de 94. Donc le temps que j'arrive, il y a une minute qui sont passées. Et quand j'arrive, il perd déjà 2-0. Ça change rien, hein. C'est pas parce que je suis pas là qu'il a pris 2 points. Mais voilà, des fois, ça peut jouer à des petits détails, des petites choses. Et voilà, maintenant il sait très bien qu'il est dans le top mondial. Sur le podium, il y a 2 Brésiliens, 2 Français. Donc voilà, je pense que ça reflète le travail qui a été effectué. Puis maintenant, à lui de continuer. Je sais très bien qu'il va continuer et qu'il va nous faire encore de grandes choses. Et puis il va finir par nous les ramener, les vraies médailles d'or. Et voilà, j'ai confiance en lui. Non, t'as l'air dubitatif encore. Non, mais en fait, ouais, après c'est relou que ce soit les Brésiliens qui sont en premier, en deuxième place et les Français troisième, quoi. Après voilà, hein, tous les mecs du podium, c'est pas leur première année de ceinture violette. Moi, c'est ma première année et je sais qu'on va se rencontrer durant la saison, qu'ils seront encore là et que voilà, ça va. Je vais avoir l'opportunité de pouvoir leur rendre l'appareil, on va dire. Donc non, j'ai pas forcément... Prochaine échéance, là, donc, contre eux, international. Ouais, sûrement. En tout cas, peut-être les Pannes, peut-être. Abu Dhabi, c'est normalement sûr. Après, oui, je vais avoir l'opportunité de rencontrer le haut niveau encore cette année, ouais, bien sûr. C'est que le début de la saison. Ça va être bien. Ça va être bien. Écoute, nous, on est... très fier de toi en tout cas. C'est gentil, c'est gentil, bien. Merci. Bravo. Merci beaucoup Lutfi. De rien. Alex. Oui. Salut. Salut. Alors comment t'as vécu un peu ce début de compétition? Moi, je suis arrivé à midi à Lisbonne. Ouais, mais on te connaît, oui, Internet, oui, connais. Flow Grappling. Ah, tu connais, On sait que t'as tout suivi. En fait, hier, j'étais au boulot et j'ai tout bloqué, j'ai pas bossé en fait. Je me suis mis sur Flow Grappling, j'ai fait péter les Ok, parce que ton employeur nous écoute quand même, hein, on le sait, on a C'est eu des pas messages. grave, Ok, c'est pas tu grave. t'en fous, t'es prêt à perdre ton emploi, Moi, je l'ai pas de annoncé. problème. Je l'ai annoncé. Non, mais à part ça, non. J'ai gardé Flow Grappling et comme tout le monde était sur le même lien, ça a sauté. Ça saute tout le temps. Je sais pas, ils capent les IP, maintenant ils pètent tout le monde. C'est ça. Bref. Et ouais, j'ai regardé les combats de tout le monde, donc les bleus, les violettes, et ouais, les violettes toute la journée, donc c'était incroyable. Voilà, exactement, une journée très productive du travail. Après, côté jiu-jitsu, c'était un peu plus productif parce que j'ai pu voir des beaux combats, que ce soit en bleu, que ce soit en violette. Niveau bleu et violette, c'est comme on disait, hein, j'ai rien à dire. Hein. C'est du professionnel, les gars sont prêts. Il n'y a plus beaucoup d'erreurs dans les... T'as regardé les combats d'Ulfi justement, on l'écoutait. Ouais, même Ulfi, je trouve qu'il a bien combattu. Après, comme on dit, une demi-finale, c'est une demi-finale. Hein. Ça aurait pu être lui qui aurait gagné comme l'autre qui aurait pu perdre. Voilà, ça s'est joué à 2 points. 2 points, c'est rien, c'est un sweep. Est-ce que le sweep, il aurait pu passer ou pas passer? Bon, on peut refaire 10 fois l'histoire. Quand c'est fini, c'est fini. Hein. Tu peux pas revenir en arrière, il n'y a pas de bouton pause. Maintenant, il faut juste qu'il passe à l'étape supérieure. Étape suivante, je veux dire. Et voilà, c'est tout. Tous les gens qui font de la compétition, de toute façon, il y a toujours un moment où tu n'es pas content de ta performance et ça passe. De toute façon, tout ça, ça passe. C'est la prochaine étape. Ce sera sûrement peut-être les Pannes ou les Worlds. C'est dur hein, quand même. Ouais. C'est dur. Hein. Comment t'as vécu toi, Jérémy, la journée d'hier? Parce que c'était surtout ça la grosse journée. Aujourd'hui, c'était les Masters, c'était un peu plus calme. Comment tu l'as vécu toi, la journée violette, bleu, adulte? J'ai eu... je sais pas si ça se ressent un petit peu là même aujourd'hui, là nous tous les 4 maintenant, je sais pas si derrière là vous pouvez l'entendre, les personnes là, les auditeurs. Je peux pas parler de déception, mais on a eu l'an dernier des Européos assez exceptionnels du côté français. Et là, les adultes, il y avait des gens qu'on attendait, il y avait vraiment des têtes qu'on attendait, et je trouve que ça a été très compliqué. On était là, on a quand même crié, on a quand même encouragé, on a quand même... Et ça... Je veux pas parler de déception, c'est pas vrai. On va parler de déception. Il y a des gens qui se sont tapés, qui ont été 2e, qui ont été 3e, ce sont de belles médailles et qui les ont méritées, Mais
Je pense qu'il manque la petite médaille d'or, le petit Reda Beb touche de l'année dernière qui a fait une médaille d'or. Il manque Lutfi Ferra qui a fait médaille d'or l'an dernier. Il manque une médaille d'or, non? C'est peut-être ça en fait. Ouais, ce truc qui te met en transe, qui te rend fier de ton pays. Dans le jiu-jitsu brésilien, tu te fais bah ouais, on peut le faire aussi. Ouais, on peut le faire aussi. Oui, il y a des médailles d'or et tout ça, et Mathias prendra la suite. Mais je suis désolé, hein. Vous avez vu les combats en live, moi je les ai vus sur internet. Le niveau cette année, il était un peu plus relevé que celui de l'année dernière. Il faut juste remettre les choses à les pendules à l'heure, parce que c'est vrai, peut-être il y a moins de performance, mais le niveau. Et c'est juste ça aussi qu'il faut analyser. Parce qu'on parle de médailles, de ça, mais le niveau cette année, c'était quelque chose. Après, Mathias était plus présent que moi sur le terrain, donc il peut vous en... Alors attention, parce que ce que demande là Adrien, je pense, après peut-être que je me trompe, mais on est d'accord que c'est du côté français. En fait, tu me demandes comment j'ai vécu la journée d'hier et tout ça du côté français. Toi, tu nous réponds du côté jiu-jitsu brésilien et du côté jiu-jitsu brésilien. Excusez-nous, on est tous un peu fatigués. On n'a plus de voix, on est tous un peu. Du côté jiu-jitsu brésilien, oui, j'ai vu des choses hier. On en parlait un petit peu dans la voiture en venant, Alex, des ceintures bleues de 18 ans. J'ai jamais vu autant de 50-50, donc cette espèce de cette garde comme ça croisée qui normalement est réservée, on va dire, un petit peu aux ceintures marron, ceintures noires, généralement un peu du haut du panier. J'en ai jamais vu autant sur les ceintures bleues. Il y avait un niveau absolument, c'est vrai, incroyable, mais ça n'enlève pas un petit peu ce petit pincement. Une fois de plus, je ne parlerai pas de déception, mais ce petit pincement, voilà, de voir des gars, là on discutait encore avec Reda Hamzaoui, avec Lutfi Ferra, j'ai discuté avec Mamadou Sissoko aujourd'hui qui combattait, qui a fait 3e en master en bleu, et ils sont heureux, ils sont contents d'être là et tout ça machin, mais il y a cette déception, voilà. Et Oui, c'est c'est très clair que c'est pas une déception du jiu-jitsu général, plutôt là on parlait vraiment performance des Français. Moi je vais pas répéter ce qu'a dit Jérémy, hein. En gros je le vis pareil. Après en termes de compétition elle-même, ouais, le niveau était dingue, c'est du beau jiu-jitsu, on a vu des trucs de fou. Enfin voilà, on va vous laisser parler, mais en gros non, c'était vraiment exceptionnel. Oui. Bah, il y a quand même eu quelques bons résultats déjà. Alors effectivement, il n'y a pas eu de champion chez les garçons en tout cas, ni en bleu ni en violette, effectivement, mais il y a quand même eu donc plusieurs médaillés. On va en parler. Chez les filles, il y a eu des championnes. Hein. Exactement. Donc voilà, on va en parler aussi. Donc voilà. Après, c'est vrai que les filles, les gens les suivent peut-être un petit peu moins, etc. Mais bon, il y a quand même eu des championnes. Après, bah, il reste encore les marrons et on a quelques Français aussi. Donc à voir. Exactement. Et voilà, après effectivement cette année le niveau je pense était plus relevé que celui de l'année dernière dans toutes les catégories. Et je pense que l'année dernière en fait je sais pas pourquoi il y avait un peu moins de niveau dans les catégories. Peut-être qu'il y en a plus qui ont eu plus de sponsors, qui ont pu plus voyager des États-Unis ou quoi. Mais c'est vrai que dans certaines catégories il manquait aucune grosse tête. Surtout chez les violettes je trouve, et chez les bleus il y avait quand même beaucoup de Brésiliens là qui étaient là, parce que maintenant au Brésil il y a des tas de compètes qui payent les voyages pour les Europes. Avant ça payait surtout les voyages pour les mondiaux, sauf que comme les Brésiliens ils ont des problèmes de visa pour aller aux États-Unis, souvent les mecs ils gagnaient le package qui leur permettait de faire les Worlds, mais ils n'avaient pas le visa, donc du coup ils pouvaient pas y aller. Donc en fait ils ont trouvé la solution assez simple, au lieu de faire gagner des packages pour les Worlds, ils font gagner des packages pour les Europes, vu que les Brésiliens n'ont pas besoin de visa pour venir au Portugal. Donc on se retrouve avec beaucoup plus de Brésiliens, des jeunes morts de faim, ceinture bleue, qui viennent et qui se bagarrent. Donc forcément ça élève le niveau. Il y a des mecs, c'était leurs premiers Europes. Il y a un gars en bleu, il a fait 3e dans sa caté, 2e à l'absolute, je crois. C'est un petit de la GF Team, il n'a jamais combattu en Europe. Bon là c'est la première fois qu'il vient, il est venu, il a braqué quelques médailles déjà. Donc voilà, après pour les Français, il y a quand même Kalim qui a fait 2e. Hein. Donc voilà, ça joue, c'est une finale, c'est pareil. Il prend une clé de bras en finale. Voilà, et c'est un combat, c'est comme je disais avec l'autre fille, peut-être s'ils refont 10 fois le combat, il perd pas 10 fois. Donc il fait 2e, il échoue au pied du titre, mais ça reste une très très belle performance. En plus en moins de 82, bleu c'est une KT qui est quand même horrible. Je suppose qu'il a fait au moins 5 ou 6 combats. Donc voilà, 6 combats.
Donc forcément, ça reste une très belle perf. Gagner 5 tours de suite, c'est du lourd. Hein. Et d'ailleurs, c'est la plus haute performance des Français hier. C'est ça, la médaille d'argent, c'est la seule des Français hommes. Chez les hommes. Chez les hommes, c'est ça, c'est la plus haute performance. Chez les hommes, chez les filles, il y a une championne. Mais là, je suis en train de regarder, j'avais pas vu, mais en blanche, il y a 2 champions. En Mesdames Heavy, il y a un mec de chez MK, D'Angelo Fabien, qui a gagné. Donc voilà, donc en blanche, il y a un champion. Et en Heavy, la catégorie d'en dessous, chez Vincent Nguyen, Arnold Oculi qui a gagné en blanc. Et il y a plusieurs médaillés en plus. Donc il y a eu 2 médailles d'or en ceinture blanche. 2 médailles d'or en ceinture blanche adulte. Il y a eu aussi pas mal de places de 3ème et de 2ème. Exactement, en blanche. 3ème, il y a eu Vincent Nguyen, en middle, Florian. Un élève de Vincent. Ouais, un élève de Vincent. Il y a quand même des médailles. Il y a un gars de chez nous, Adounis Anas, qui a fait 3ème en Super Heavy. Super Heavy. Tout à fait. Et chez les filles, je sais pas. Chez les filles, il y a pas. Si, il y a eu. Ah bon, après, c'est en bleu. Mais c'est... Donc là, c'est en bleu. Ouais. Donc, du coup, au niveau des résultats, on va faire directement dans l'ordre, hein, comme ça, ce sera plus facile. Moi, ça commence par Feather. Donc, chez les bleus. T'as Zou qui a gagné en Feather. Non, il a fait 3ème. Excuse-moi. Qu'on a Zou qui s'entraîne en France à la MK Team. Parce que hier j'ai dit Zou est français, on m'a dit non, il est pas français, il est chinois. Je dis il s'entraîne en France, il est français. Oui, c'est n'importe quoi. Donc on a Zou qui a fait 3ème en moins de 70, qui a bien progressé, hein, parce que quand même pour faire récupérer une médaille de 3ème chez les moins de 70 bleus, c'est du lourd. Hein. Très grosse progression, franchement une très grosse progression, donc tant mieux, bravo à lui. T'as vu ses combats toi, Mathias? Non, j'ai pas vu. Quand je l'ai croisé, quand je suis arrivé, il sortait du podium. Moi, je les ai tous juste regardés. Donc, et belle performance, hein, il a placé ses soumissions, sa Barato Plata, il a réussi à la placer et tout. Enfin, c'était beau, hein. Ah ouais, rien à dire. Honnêtement, après à la demi, ça s'est joué d'une manière. Bon, le gars était vraiment fort. Peut-être qu'il était fatigué, mais honnêtement, tous les autres combats qu'il a fait, c'était, il a déroulé. Hein. Rien à dire. C'est du lourd. En moins de 76, on n'avait personne. En middle, donc vraiment une KT assez dure. Donc on a Kalim, hein, donc, qui fait 2ème, qui a dû faire 6 combats. On attendait Mohamed Bayo aussi, qui est là, c'est chou en quart de finale, donc au pied du podium. Ça reste une belle performance. Il me semble que c'était ses premiers championnats d'Europe à lui. Ouais, donc voilà, il est dans le game, il est dans les 6, on va dire. Donc voilà, il faut continuer à travailler. Il n'y a pas de souci. Donc Kalim qui est un petit jeune aussi, hein, je crois pas qu'il soit très très vieux. Voilà, il a 19-20 ans, donc voilà, il va... On a eu beaucoup de quarts de finale aussi. Il va continuer. C'est vrai qu'on a eu pas mal de mecs qui ont chuté en quart de finale, hélas. Dans cette catégorie, en moins de 88, après on avait Ahmed qui échoue lui aussi en quart de finale. Ahmed du Cercle Tissier. Lui, c'était quelqu'un... C'était quelqu'un qu'on attendait. J'avais mis un petit billet. Apparemment, il perd d'une façon un peu litigieuse, mais j'ai pas vu... Décision sur des avantages. Et au début, les 2 points n'ont pas été accordés apparemment. Bon, bref, c'est vraiment. C'est un peu litigieux. Litigieux. Bon, après, il l'a bien pris. C'est un compétiteur. Voilà, c'est ça. En tout cas, dans cette KT, là, celui qui gagne, donc c'est Caio Almeida de chez Ribeiro, moins de 88. Reconnaissable avec ses cheveux bleus. Voilà, il a une crête bleue. C'est celui qui avait battu Lutfi au mondial. Lui était vraiment. Et lui, il était vraiment monstrueux. Je sais pas s'il a 18 ans, mais en tout cas, il était monstrueux, un physique incroyable. Il se sortait de situations dingues et il a vraiment bu les mecs toute la journée. Il a bien progressé lui. Hein, il a vraiment progressé. Je pense que le mondial ça a été un bon déclic pour lui, ça lui a fait du bien de faire 2ème et donc du coup voilà. Donc là il a gagné. À l'absolute par contre je l'ai pas vu. Fais voir l'absolute. Non, il est pas sur le podium. Hein. Donc est-ce qu'il a fait l'absolute? Je sais pas. Je sais pas du tout. Après en bleu c'est à peu près tout ce qu'on avait. On avait en plus lourd il y avait David Vigilant là qui était un peu plus lourd, qui devait combattre mais il a perdu, il était blessé à la côte apparemment. T'as Moussa Sissé qui a fait 3ème. Alors de CDK oui exactement, Moussa Sissé en Ultra Heavy qui a fait 3ème, donc lui il est facilement reconnaissable, c'est une armoire à glace. Donc ouais, si vous voyez une armoire Ikea se balader avec un kimono et une ceinture bleue, c'est lui. Donc apparemment il a fait des beaux combats, j'ai juste vu moi sa demi hélas qu'il a perdu. Il est tombé sur un sacré animal d'ailleurs. Mais non franchement il a vraiment bien progressé aussi lui et donc voilà ça fait une belle médaille pour CDK. Il est jeune et surtout c'est un gars qui fait pas énormément de compétitions à l'international et il s'entraîne pas full time, donc c'est quand même une belle performance hein. Donc s'il s'entraîne un peu plus sérieusement je pense qu'il peut être un bon prospect pour les bleus en lourd. C'est clair. Donc après on passe aux violettes adultes chez les garçons en très léger. Là on avait un français Cassio
qui franchement fait un super combat, qui perd au premier tour, hein, mais en faisant un super combat, c'est très litigieux. C'est le problème après à arriver à ce niveau-là en violette, c'est que il faut rien laisser dans la main de l'arbitre, ça se joue à rien. Et il faut réussir à faire la différence tout le temps, du début à la fin, et c'est assez compliqué. Donc voilà, ça se joue. Et là, ça a une erreur tactique, on pourrait dire, où les deux tirent la garde et l'arbitre estime que Cassio a tiré la garde un peu plus tard. Donc quand l'autre se relève, au lieu de prendre un avantage, il prend 2 points. Et donc ça change la physionomie du combat. C'est comme Tassawar, j'ai regardé un peu ses combats. Pareil, s'est fait sweeper, a perdu je crois de 2-0. Et à la fin, ouais, c'est ça. Il n'a pas su remonter les points, c'était dur. Hein. C'est vraiment impressionnant cette compète. Hein. Moi j'ai vu. Vraiment dingue, ouais. Et du coup, là, celui qui gagne, c'est un juvénile qui vient de passer adulte, qui n'a pas encore 18 ans, il a 17 ans. Qui a tout gagné en juvénile, qui est dans l'année de ses 18 ans. Ouais. Donc, et là, donc, première Europe en adulte, il a gagné. Il gagne la finale. Voilà. Lui aussi, ça va être un souci, je suppose, pour les autres. Bon, après, quand on est si jeune, il y a moyen qu'il prenne du poids. Puisqu'à 17 ans, 56 kilos, peut-être qu'à 20, il en fera déjà 64. Donc, il faudra voir. Ce que je remarque en light, c'est que le Andy Murasaki de chez Atos, il n'a pas gagné. Alors, exactement. Alors, lui, on va en parler. Alors, attends. Je n'ai pas sauté les catégories, puisque là, il y a les 64 d'abord. Donc, 64, hein, c'est simple. C'est un podium totalement brésilien. Premier, deuxième, troisième. C'est que des Brésiliens. Donc, il n'y avait personne de chez nous, hélas, qui a pu performer. En phaser, on peut parler de Eduardo Roque, l'élève de Gordo aussi, le pote de Pedro Machado. Très fort. Très très fort, qui a vraiment très bien combattu. Donc là c'est pareil, il n'y a pas de français ici. Et donc en light, voilà, on parle de André Murasaki, qui est un élève de Galvao. Exactement. Qui gagne tout, hein, on peut dire. Ouais. Qui gagne tout, et là qui est tombé sur un sacré os. Donc c'est Nicolas Medina Werner, c'est un élève de Mathias Ribeiro, c'est un mec de Madrid, donc c'est un espagnol. Donc, comme quoi. Et donc c'est lui, au deuxième tour, lui, il a affronté le mec de ZR Team, Nipota, qui est super fort, qui a battu Lutfi par exemple à l'Open de Berlin en absolute en finale, qui a gagné l'année dernière sa catégorie en bleu, qui a fait 3ème à l'absolute en bleu l'année dernière aux Europes. Il a pris donc ce souci là, Nicolas Medina lui a mis 5-0 à Nipota. C'est un nom à la base, ce Nicolas Medina ou... Bah non, on le connaissait pas, personne ne le connaissait. Inconnu au bataillon. Inconnu au bataillon, apparemment il était très connu en Espagne, etc. C'est un mec qui a pas beaucoup de moyens, qui fait peu de compètes. Et maintenant, il a marqué son nom, quoi. Et là, je pense qu'il a marqué son nom. Et bon, je connais un peu les Espagnols et tout, et je parlais avec eux. Apparemment, hier, la veille de combattre, il était malade, il vomissait partout, il a fait une intoxication alimentaire. Le matin, ils lui ont dit de pas combattre, il est allé combattre, il a fait 6 combats, il a gagné, et puis à la finale, il gagnait la décision apparemment. Comme quoi. Hein. Donc apparemment, c'est un passeur, il se met au-dessus, voilà. On avait des gars aussi de la GF Team du Sud qui étaient dans les KT légères, non? On avait Omar. Oui, il y avait 2 gars, ils ont très bien combattu. Ils ont fait des beaux combats, mais ça n'a pas suffi, hélas. C'est un peu compliqué, hein, mais bon. Ça joue à rien, quoi. Il y avait le gars de la ZR qui a combattu contre Andy, là, Luca Prestin, Protasio, ouais. Et lui, il a perdu aussi. Ouais, et il y a vraiment un très très gros niveau en violette. Vraiment, c'est dingue. Il prend le World, hein. L'année dernière en bleu, il fait un parcours sans faute. Je crois qu'il a pris tout. Hein. Non, il gagne tout. Il prend tout, le mec. Protasio, il avait tout pris l'année dernière. Il a tout pris l'année dernière. Il a fait le Grand Chelem. Hyper. Là, à part. Bon, quand tu passes en moins 82, là, t'as un vrai souci. Hein, comme on avait dit, Tainan Dalpra, l'élève des Mendes, hein, il a éclaté tout le monde toute la journée. On pensait contre Alex Moniz, ça allait être un peu plus compliqué. Voilà, moi je pensais que contre un des frères Moniz, ça allait être chaud, mais il l'a broyé. Et là, c'est en quart de finale, il a pris un Français, il a pris Rémi Macron, hein, qui s'est hissé en quart de finale, qui est tombé donc sur Tainan Dalpra. Rémi, il a fait ce qu'il a pu, hein, il s'est bien battu, et là, l'autre il fait une clé de bras à la volée depuis la 50. Enfin bref, il y a là pour revenir sur ça, on peut rien dire à Rémi. Rémi, il a fait tout ce qu'il a pu, il s'est bien battu. Là pour l'instant, l'autre il est plus fort. Point, c'est tout. Il est plus fort, voilà. Tu dis pour l'instant ? Bah pour l'instant, parce que rien n'est éternel dans la vie. Non mais donc parce que moi je suis comme ça, tu sais, moi j'y crois. Sur un combat tout peut arriver, hein. Tu prends le mec, tu l'étrangles et puis c'est tout, hein, tu vois. Donc moi j'aime bien cette façon de penser. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Simple, quoi, tu vois. Non mais c'est à dire que évidemment sur le papier
voilà, Taynan Duprat il est vainqueur, mais on peut parler du foot si tu veux. On fait une comparaison. Combien de fois on a vu, je sais pas, le FC Barcelone perdre contre une équipe claquée. C'est des choses qui peuvent arriver. Donc voilà, le PSG a bien perdu contre Guingamp là il y a 2 semaines, non? Donc voilà. Maintenant, ça arrive très rarement, mais ça peut arriver. Donc Rémi, il a très bien travaillé. Il est dans un très bon club, il progresse. Et voilà, vivement la prochaine rencontre. Donc Rémi Marcon, parce que quand même. Donc, Rémi Marcon, qui est un élève de Vincent Nguyen. De Vincent Nguyen, voilà, à Lyon. Alors, je veux pas dire de bêtises, hein, je crois que c'est pas Rémi Macron. Marcon. Marcon. Pardon, faut pas lui dire Macron est tête de la famille, on sait pas. Voilà. Marcon, excuse-moi Rémi. Pardon Rémi. On parlait avec Alex dans la voiture, je pense que c'est quand même important. Faire attention. Ça risque d'attirer les gilets jaunes sur ton Casting FM. Voilà, je vais être mort. Donc on arrive à la KT des moins de 88, donc la KT de Lutfi et de Hamzaoui. Donc d'ailleurs, hein, pour les amis que je croise, hein, son prénom c'est Lutfi. L-O-U. Loufti. Voilà. Exactement. Ou Lofty, ou Lotfi, ou j'entends tout et n'importe quoi. Donc Lutfi, d'accord, L-O-U-T-F-I, tout simplement. Donc qui est la KT de Reda. Donc là, bon, il y avait 2 gros os, enfin il y avait plusieurs os à battre. Hein. Donc Pedro Machado, qui gagne donc la KT, qui bat... Monstrueux, faut dire la vérité. Non, mais monstrueux, qui bat, c'est lui qui bat Reda en demi-finale, avec le highlight qu'on peut voir sur IBJF et sur Flow Grappling, avec Surf Pass, puis plus la clé de bras à la volée. Bon, ça reflète pas du tout la physionomie du match. Hein. Il faut savoir qu'il est resté 40 secondes, et dans les 40 dernières secondes, il y avait 2-2, un avantage partout. Donc vraiment... voilà, hélas, là, il a réussi à mettre un coup de gaz et ça a surpris Reda. Maintenant, sincèrement, je sais qu'il est au niveau. Je sais qu'il est vraiment pas loin de battre un mec comme ça. Quand il l'a pris dans sa demi-garde, il était un peu perdu. C'est comme ça qu'il lui met ses 2 points. Demi-garde de son mauvais côté d'ailleurs. Donc voilà, maintenant... Là, il a été plus fort, c'était sa journée, rien à dire. Il a accéléré, il a réussi à faire une très belle performance. Mais pour Reda, c'était le retour à des grands championnats. Ça faisait 1 an qu'on l'avait pas vu. Il s'était blessé au dos, après il s'est blessé au genou. Il a fait la semaine dernière à Abu Dhabi, il termine 3e en perdant donc, contre Taynan Dalpra, dont on vient de parler juste avant. Là, il perd contre Pedro Machado, qui est le futur vainqueur. Voilà, pour moi, c'est le retour dans le game de Reda au plus haut niveau, et donc ça fait plaisir de le voir. Et en parlant de pas très loin et de retour dans le game, Reda Hamzaoui est là maintenant avec nous. Salut Reda. Bonjour tout le monde. Nous un petit peu, voilà donc Mathias vient de nous parler un petit peu de ta compétition d'hier. Quels sont comment tu t'es vu toi hier? Je me suis très bien senti physiquement, tout allait bien. Je suis entré dans la compétition en gérant mon premier combat. J'ai écouté les conseils du coach, on a essayé de gérer le premier combat pour bien rentrer dedans, parce que c'est très important de bien rentrer dans une compétition, et le premier combat il peut être fatidique, dans le sens où quand on rentre mal dans une compétition, le premier combat il peut te mettre KO, il peut te couper les jambes, etc. Là franchement ça va, j'ai eu un adversaire à ma portée qui m'a permis de bien me mettre dedans. Du coup tout allait bien, j'ai enchaîné avec un gros combat. Deuxième combat dur, hein, deuxième franchement tour, je pense que Reda a eu le tableau le plus dur. Hein. T'as eu le tableau le plus dur le quart de tableau. Non, t'as eu le deuxième quart de tableau plus dur. Parce que je pense que le quart de tableau plus dur, c'est comment il s'appelle déjà notre ami de Toulon. Mince. Gérald, ok. Donc ça c'est Gérald donc, de Toulon dont on avait parlé. Gérald lui il avait vraiment le quart de tableau le plus dur, puisqu'il avait Pedro en quart. Donc il s'est hissé en quart, et en quart de finale il a perdu contre Pedro. Là il n'y avait pas photo hein, sur le combat. Donc voilà, il faut continuer. Je pense que le deuxième tableau plus dur, quart de tableau, c'est toi qui l'avais, parce que le deuxième tour il était vraiment très dur. Un mec du Qatar, JB, très très solide. Ouais, les nouveaux là, les nouveaux Brésiliens qui sont installés là-bas. Qui bossent dur, et franchement, ils s'entraînent toute la journée, tout simplement. Hein. Techniquement, c'était pas un danger, mais voilà, c'était sur l'impact physique qu'il avait. Il m'a pris des forces et il lâchait pas. Je pense que j'ai été, sans vouloir me lancer des fleurs, j'ai été plus fort que lui mentalement, parce que
voilà, ses amenés au sol, il n'arrive pas à les finir parce que voilà, on lâche pas, on se soutient et on sait que C'est dans la tête. c'est dans la tête. Dans la hein, tête. de toute façon, Bah, d'ailleurs, pendant ce combat, je faisais juste ça. Hein. Enfin, pour la petite anecdote, je regardais Reda et je lui disais c'est juste le mental là. Il n'y a pas de technique là, c'est mental. Tu tombes pas. Il y a eu des fois, là je m'adresse aux deux, hein, que ce soit à Reda ou à Mathias, où Mathias en fait tu laisses tomber, c'est-à-dire que tu vois que ça roule, que tes athlètes, alors là Reda est là, donc que Reda est en roue libre, qu'il va y arriver, que quelque part c'est juste un problème de mental, c'est un problème voilà, de second souffle qu'on peut trouver, qui n'est pas forcément quelque chose que tu vas pouvoir leur apporter par des conseils, des choses comme ça. C'est arrivé que tu pas arrêter de coacher, mais quelque part de laisser la place juste à la créativité de l'athlète. Oh oui, bien sûr. De toute façon, le coach, il est juste là pour donner les détails quand ça va pas. Si tout va bien, t'as pas trop grand chose à dire, hein, tu vois. Non, mais oui, mais tu peux aussi être là juste pour. Tu sais ce que c'est faire Reda, tu vois un petit peu la situation dans laquelle il est, tu sais qu'il peut y arriver, mais Ouais, c'est en fait, aussi je une sais manière de s'il lui a- dire je suis là, tu vois ce que je veux dire, et Je de sais s'il a rassurer, besoin de moi ou pas en fait. C'est-à-dire que voilà, s'il est en difficulté, si c'est chaud, c'est sûrement il va avoir besoin des conseils et le fait d'entendre une voix, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, ça va l'aider. Après, c'est sûr que quand il domine, à part juste l'orienter vers une finalisation peut-être plus rapide pour finir le combat plus vite, j'ai rien à lui dire. Hein. Parce que si je me rappelle bien, je vais pas dire de bêtises, hein, mais il me semble que c'est toi qui nous avais dit à ce même micro que finalement le coaching en bord de tapis, tout ça, c'était un petit plus. Ah, Mais que bien c'était- sûr. C'est pas forcément, c'est pas vrai que quelque part le coach ne serait pas là. Est-ce que ça changerait vraiment l'issue du combat, quoi? Ouais, je pense, oui. Je pense que le coach a un rôle tactique qui est primordial, surtout à ce niveau-là. Savoir si avec lui il faut tirer la garde, savoir si avec lui il faut faire debout, savoir si avec lui, voilà, bon bah, par exemple on part de la demi-finale avec Pedro, on sait très bien on sait parce qu'on a analysé son jeu, on sait qu'il attaque énormément les omoplatas, de quel côté il les attaque, qu'est-ce qu'il faut faire pour pas prendre, et voilà, malheureusement Gérald en 5 secondes il a pris une omoplate. Alors, il n'a pas tapé hein, sur l'omoplate, il a réussi à sortir, il a réussi, etc. Mais en 5 secondes, il a pris 2 points de renversement parce que l'autre, il l'a attaqué en omoplate, sa meilleure position. On sait qu'il fait ça. Donc voilà, je pense que tactiquement, c'est primordial de savoir contre qui tu combats, ce qu'il fait, etc. Le coach a un rôle à jouer, mais c'est pas le coach qui combat. Donc c'est le combattant qui doit combattre, forcément. Mais en tant que combattant, pour moi, c'est hyper important d'avoir un coach dans les combats comme celui-ci. Malgré que le mec, je l'ai étudié, je sais ce qu'il fait, etc. C'est toujours bon quand tu as une petite situation en difficulté et que, tu vois, je sais pas, par exemple, je te donne un exemple. Hein. Combat, bagarre, ça sort, ça se replace. T'es là, t'es dans le T'es feu plus de l'action, lucide. tout ça, tu manques de lucidité. Et t'as le coach qui dit hey, tu vas tirer la garde en premier et tu vas fermer. Tu vois, donc, Même encore aujourd'hui avec la bouteille quand même, parce qu'on peut dire quand même que tu as de la bouteille maintenant, genre c'est pas ta première compétition. Bon là je sais pas si c'est arrivé sur cette compétition là, ça t'arrive encore d'être paumé comme ça au milieu du tapis et de plus savoir où tu vas? C'est pas- sûr, avec l'adrénaline et tout. Pas C'est paumé, pas être perdu, pas ouais. paumé, parce C'est que- juste manque de lucidité, parce Voilà, que c'est avec juste, la fatigue, quoi. voilà. La fatigue, tout simplement. Tu vois, t'as T'es une cramé. voix qui te dit un truc que tu sais faire, tu vois. C'est une voix qui te dit un truc que tu sais faire. Paf, tu te dis, ah ouais, c'est ok, c'est ça. Mais tout seul, peut-être je l'aurais pas fait. Donc, pour moi, c'est super important d'avoir un coach. Tu le vois en finale des Black Belt World. Tu vois, j'ai vu là, il y a pas longtemps, là, le truc sur Alliance, là. Mario Reis. Mario Reis qui coach Merigali, finale des Worlds. Je pense qu'il a une bouteille énorme, Merigali. Malgré ça, il lui dit écoute, il reste 30 secondes, tu vas tirer la garde, tu vas fermer, etc. Tu bloques. À ce niveau-là, il continue de lui dire ça. C'est vraiment que. Plus les pour règles, moi, plus les. Pour moi, c'est primordial. Tu vois, par exemple, je suis dans le combat à un moment, je veux fuir un peu, l'amener au sol, il a ma jambe, je veux fuir, et qui me dit reste dans l'air. Pour pas fuir, parce que si je fuis, il prend 2 points quand même. Tu vois. Donc, stratégiquement, c'est ultra important d'avoir un mec dans son coin. Et sur le haut niveau, c'est sûr. Ça va pas te changer la bagarre en elle-même, mais stratégiquement, et ça va te rassurer, tu vois. Donc moi, j'ai besoin d'un mec comme Mathias dans mon coin qui me guide. Et moi, j'aime bien, tu vois, je combats, je ferme les yeux, il prend la manette et il joue, tu vois. Il envoie, il fait ça. Moi, c'est comme ça que j'aime être coaché, tu vois. C'est-à-dire que je fais ce qu'il va me dire de faire, même si des fois je vais pas le sentir, je vais quand même le faire parce que voilà, tu vois, on me connaît depuis que j'ai commencé le jiu-jitsu.
il connaît mon jeu par cœur. Il sait ce que je sais faire, ce que je sais pas faire. S'il me dit de faire un truc, c'est que de l'extérieur, il voit mieux. Parfois, il y a des choses qu'il peut pas voir de l'extérieur parce que voilà, il y a un mec qui tient un grip d'une façon, nanana. Mais ouais, pour moi, le coaching, c'est primordial. C'est pas un petit truc, c'est pas un petit bonus pour moi. Ça, c'est mon avis. C'est vraiment primordial. Dans les grosses compétitions. Si c'est une petite compétition, le niveau, il est pas dingue, sans vouloir léser personne. On peut se passer d'un coaching important, juste des conseils, etc. Mais sur une grosse compétition où le niveau était comme celui d'hier, franchement, faut que le coaching soit au même niveau. Tu vois. Donc, ça, c'était mon avis. Et du coup, voilà, hein, le coaching, il m'a aidé sur le quart, il m'a aidé sur le 8e, il m'a aidé sur le quart. L'écart, c'était la guerre. Hein. Le quart, c'est la guerre. C'est ton deuxième combat, l'écart? Non, Le troisième. quart, c'est le troisième, je crois. Celui-ci aussi, c'était la guerre. Là, celui qui était dur, c'était le deuxième, là, parce que c'était un mec physique. Le 8e. Mais là, le troisième, c'était pas un mec que physique. Hein. C'est pas un mec que physique, mais il avait une bonne garde. Hein. C'est un Israélien que j'ai déjà rencontré. En Ewaza. Je l'ai déjà vu en Ewaza. D'accord. Hein. Franchement, c'est le genre de mec qui bagarre, tu vois. Il lâche va pas te lâcher. Et tu vas le battre, tu vas y laisser des plumes. Mais voilà. Même si tu as laissé des plumes, là. Tu as laissé des plumes. Parce que voilà, beaucoup de plumes. Hein. Une aile entière, même, je crois. Voilà, bagarre jusqu'au bout. Moi, je voulais dire, des combats que j'ai regardés, honnêtement, c'est toi qui as fait pour moi, qui a fait des combats les plus, on va dire, intenses. Honnêtement, de ce que j'ai vu. Hein. Vraiment, chaque combat, c'était chaud. Et c'est là que tu te rends compte du niveau des violettes. Parce que, je dis pas ça, t'as déjà combattu en violette, c'est pas la première fois. Et là, vraiment, je t'ai senti, dans chaque combat, tu donnais chaque fois. C'était pas genre à moitié, j'envoyais un peu, et ça, chaque fois, t'envoyais pour de vrai, au maximum. Donc là, je me suis dit, et j'ai vu ça, je me dis, ouais, quand même, le niveau, c'est juste une autre planète ce qui s'est passé en violette cette année. Comment tu l'as senti, toi, Reda, de l'intérieur? Tu t'es dit, cette compétition, c'est une des plus dures que j'ai faites, ou en tout cas, les adversaires sont les meilleurs, ou t'as rien senti de spécial? Comment tu... Franchement, pour être honnête, avant de démarrer la compétition, j'étais confiant. Je veux pas prendre la grosse tête, je veux pas faire genre je suis le meilleur, etc. Mais j'étais confiant parce que j'ai étudié tous mes adversaires et ceux que je pouvais potentiellement rencontrer s'ils passaient leur tour, etc., etc. Et en les étudiant, tu vois, je tapais leur nom sur internet, cherchais leurs combats, etc. Flow Grappling, Google, YouTube, tout ce que tu veux. Je regardais leurs combats et je me disais, lui il est à ma portée, lui il est à ma portée, si je fais pas ça, lui il aime pas ça, etc. C'était à ma portée et je me disais, ce sera en demi-finale qu'il va falloir que je donne tout. En finale, mon premier combat ça a été, mais les 8e et les quarts, grosse surprise. J'arrive, les mecs ils me rentrent dedans comme on m'a rarement rentré dedans comme ça en compétition, tu vois, à part le top niveau mondial qui m'ont fait virevolter, tu vois. Donc, premier combat, tu t'es dit bon ça va, et après tu t'es dit non, en fait c'est la guerre. Premier combat, franchement, c'était comme je l'avais étudié. Et ensuite c'était surprenant. Le deuxième combat, franchement, ça avait rien à voir avec les études que j'avais faites. Le mec, franchement, Polytechnique. Franchement, tu vois, j'ai étudié l'histoire à fond. Je suis arrivé, on m'a dit c'est des maths. Eh bah voilà, super. Donc rien à voir. Bah oui, excellent, super. Vas-y, bref, bagarre, je donne tout. J'arrive en quart. Je me dis bon, lui j'ai bien étudié son jeu et en plus, ça va peut-être pas être gentil. Mais quand lui je l'ai vu combattre, j'ai dit oh lui mortel, si je le prends c'est bon. Et au final lui, c'est lui qui m'a pris une aile, tu vois, comme il disait Mathias, tu vois. Tiens, à un moment je le sweep, il me prend triangle, je sais même plus comment. Je suis sorti, bagarre. Et je sentais qu'avec lui, j'étais constamment en danger parce qu'il cherchait constamment la soumission et le sweep pour à me mettre en danger constamment. Donc rien à voir. Après Pedro, voilà. Pedro était meilleur. Franchement, pour ma défense, la vidéo qui tourne, la IBJF. La vidéo ne reflète pas la physionomie du match. Ah ouais, c'est marrant parce qu'on l'a regardé. Je l'ai dit. C'est exactement ce qu'on s'est dit. On s'est dit franchement, c'est pas cool pour toi parce qu'on sait que tu es un très grand combattant. Mais c'est vrai que pour être très très clair, hein, le mouvement est magnifique. Non, rien à dire. Je suis le premier à le dire. Hein. Moi, dès que je prends un truc quand il est beau, je le dis. J'ai pris un truc finale absolue de coupe zone centre. Le mec, il me fait faire un salto.
Un mec, tu vois, tu te rappelles le grand Renoir là? Je me souviens plus. Il me fait faire un Ah oui, salto. Ippon Franchement, Sonage là. à la fin du combat, Ah oui. short, je dis lourd. Et il ça a m'a pris fait. Ogoshi, on te connaît Ogoshi quand en même, judo. On t'a vu combattre, on te suit, on connaît tout. Là, à J'avais la fin- l'impression qu'il tourne. Enfin, bon, là, je vais pas te manquer mais c'est Mais non, dingue. mais c'est C'était franchement, dingue. je te dis la vérité, hein. Je te dis la vérité. Je vais pas me dire ouais, j'ai été blessé à la cuisse ou je sais pas quoi. Le mouvement, il est magnifique. Il fait surfboard, toréando, clé de bras. Magnifique. Même si tu vois, tu peux dire ça, si ça peut arriver à n'importe quel moment du combat. Là, c'est arrivé à la toute fin. Tu sais, il reste 10 secondes. Et Il là, le fait. il a Mais rajouté faut le du faire, gaz. tu vois. Ouais. Parce que même si on dit c'est la fin du combat, faut réussir à le faire. Parce que faut être assez lucide pour être bon techniquement et le faire. Il l'a fait. Franchement, chapeau, rien à dire. Rien à Ça dire. représente pas le combat. Ça représente pas le combat, mais il a eu l'action est le coup de génie. Le coup de génie. L'action elle est Il magnifique. faut dire aussi que le gars, c'est quand même un problème. Hein. Faut dire la vérité. Quand tu regardes le combat, ça vraiment c'est sweep pour sweep. Faut dire la vérité, sweep pour sweep. À la fin, il y a ce qui s'est passé, mais le gars, il est vraiment fort. On n'ose pas en parler, on dit à la fin, il y a eu ce qui s'est passé. Ah, Alors, non. Moi, j'ai pas honte, on te hein. respecte, mon pote. Non, moi j'ai pas honte. J'ai pris. Putain, t'es fou, il m'a mis une tornade le mec à la fin. Non, mais il est vraiment bon. Et après, c'est là que tu vois que même un mec qui est bon comme ça en absolute, il prend Eric Muniz, il se fait. Et en absolute, c'est fait. Ah, Eric Muniz, il était archi souple avec lui. Je crois qu'il l'a vu blessé au genou. Elle a été gentille. Ouais. Genre, c'était que genre, je te sweep, je prends mes points et je te laisse, je suis sympa. Ah, c'est ça, parce que c'est incroyable. Hein. Là, tu vois, on va en parler de la suite après des violettes, mais. Ah ouais, non, Ah, franchement, rien le à niveau, incroyable le niveau. Incroyable, la forme de corps des mecs là. Place de Je sais pas si 3 vous cette en année en avez déjà violette, c'est parlé énorme. là, mais franchement, moi j'ai été surpris par les frères Muniz. Hein. Pour moi, je mets cette parole sur la table. Il n'y a aucune noire française qui gagne en violette. Sûr et certain. Bah, sur le. Oh, Vas-y, précise bien. Oh non, mais va battre. Allez. Non, mais va, Non, franchement, mais je te c'est dis la véridique. vérité. C'est véridique. Je te dis la vérité, le Eric Muniz là, t'es fou. Il a la forme de corps d'un mec de 60 kilos. Et il en pèse 90. Mais, Pour c'est info, incroyable. il perd un avantage contre Kenan Duarte. Donc c'est juste ça, ça résume tout le travail du gars. Voilà, c'est tout. Il est juste violette. Et Tenan, il bat Bill Cooper en ceinture noire qui était champion du monde. Bon, voilà, faut juste dire que le niveau en violette, c'est une autre planète. Voilà. Et tous les gars qui étaient à la compète, que ce soit des noirs, des bleus, n'importe quoi, ils l'ont tous dit. Il a dit, c'est un niveau de ceinture noire. C'est ça. Ah, Je peux même te dire que Tainan Delpar, il peut aller combattre en noir, je pense qu'il passe des tours. Hein. Et même un podium. Je pense qu'il fait son podium, c'est sûr. Après, on n'est pas là pour faire des comparaisons de niveau, etc. C'est les ceintures, c'est les ceintures. Le niveau, de toute façon, il fait que s'élever puisqu'il y a de plus en plus de juvéniles. Comme il y a de plus en plus de juvéniles, bah, ils arrivent, voilà, Violette à 18 ans, donc après son noir à 19 ans. Et puis voilà, ça va être de plus en plus comme ça. Donc forcément, le niveau, il va faire que s'élever. Voilà, en France, à nous de continuer à travailler, d'élever le niveau, de développer les compétitions pour enfants afin que les enfants ils soient de plus en plus forts. Et puis les juvéniles, et ensuite les ados, et puis après les jeunes adultes. Donc voilà, c'était une belle compète quand même pour Reda et pour Lutfi, qu'on fait une 3e place qui est plus qu'honorable, même s'ils le vivent un peu comme une défaite pour l'instant. Ils ne s'entraînent pas pour être numéro 2 ou numéro 3. Mais voilà, on continue le travail et rendez-vous aux prochaines échéances de toute façon. Exactement. Reda, merci beaucoup. Nous, on est super fiers de toi. Voilà. Merci beaucoup. Ouais, merci Reda, ouais. Merci beaucoup, merci à vous pour la petite interview et au plaisir. Allez, ciao. Et du coup, après, si on continue en 94, donc c'est donc Eric Muniz qui gagne. Alors là, laisse tomber, hein, c'était vraiment la balade dans la catégorie. De toute façon, ça a été la balade toute la journée pour lui, à part peut-être la finale et encore. De l'absolute, je parle. Ouais. Encore, franchement, c'est tout en gestion. C'est-à-dire que voilà, c'est ça. C'est le mec, il a 18-19 ans. Comme disait Reda, forme de corps incroyable, de léger, avec Berimbolo, garde de mec des frères Miao, avec les jambes derrière la tête. Nouvelle technique, des matrix, des crab rides dans tous les sens, enfin bref, incroyable, des lapels, des sweeps, enfin bref, franchement, un niveau technique impressionnant. Un relâchement aussi, une gestion de la compète, il met ses points, il gère, il cherche pas à en faire plus, voilà. Donc dans sa caté, il a bu tout le monde. Après, Son frère, Anderson. donc son frère Anderson aussi, lui, a gagné la caté aussi. Ensuite, ils sont inscrits à l'absolute. À l'absolute, Eric, pourtant, Eric, il a pris des vrais soucis. Il a pris Liberati de chez Cicero Costa. Il a pris Machado.
Donc voilà. Et bah Wallace Costa. Et en bah finale. Wallace Costa qui fait 120 kg, qui est un rhinocéros. Et là, il le sweep avec un renversement pied au lapel au lieu de la spider. Enfin bref. Voilà, il est intouchable. Les frères Muniz, vraiment, vous allez en entendre parler. Eric Muniz, surtout, c'est le meilleur, un des trois. Ouais. Je voudrais revenir quand même sur ce que disait Alex, parce qu'on ne l'a pas répété. Toi, tu Non, dis il faut que pas- Eric ça- Muniz, tu dis non, mais parce que enfin, je suis désolé, hein, mais vous êtes ceinture noire, vous pouvez, mais nous, on a cette espèce d'extérieur là. On entend dire qu'une ceinture violette, au niveau qu'il a, pour toi, tu dis qu'il n'y a aucune ceinture noire en France. Mais c'est certain. Bah oui, mais de ce que je te parle de Lisbonne, hein, je te parle pas des ceintures noires, des ceintures violettes françaises. En tout cas, du niveau français général, c'est évident. Je te parle de ce que j'ai vu à Lisbonne en ceinture violette, comparativement aux noires françaises. C'est sûr, c'est des professionnels, c'est des gars, ils sont jeunes, ils ont l'expérience, ils ont, je sais pas combien d'années c'est dessus, mort, c'est juste une autre planète. Faut l'avoir vu, hein, bah, vous l'avez vu, c'est extraordinaire. Les placements, tout ça, pour c'est moi, ça. c'est une autre Rien à planète. dire. Moi, je suis tout à fait d'accord avec lui. Mais c'est pas en fait dans un sens méchant. C'est pas péjoratif, oui. Voilà. Non, j'ai bien compris. C'est En fait, réaliste, c'est ce que j'allais réaliste. dire. Tu parles en fait en comparo de sport. Tu le dis. Tu dis presque en fait, même une ceinture noire aujourd'hui en France fait un autre sport que ce Eric Muniz. C'est ça. Ah bah oui, c'est sûr. Exactement. Même s'il y a des ceintures noires françaises qui sont très bonnes et qui sont très forts, c'est pas le problème. C'est juste que par rapport au niveau qui a été présenté à Lisbonne aujourd'hui en violette, c'est quelque chose de différent. C'est des gars, de toute façon, tu le vois très bien, des gens qui sont entraînés par les frères Mendes tous les jours, des gens qui font des compétitions et qui lavent les compétitions depuis des 5-6 ans. Il Des les gars cire. Qui décirent. Bah oui, je sais pas, quand ton sparring c'est Rafael Mendes tous les jours et que tu arrives à le sweeper, je sais pas s'il le sweep, on le voit pas dans leurs vidéos, mais je pense qu'ils doivent les tenir un petit peu aussi. Voilà, quand tu vas t'entraîner avec Galvan tous les jours, voilà, et où les frères Muniz, ils sont tous les jours H24, ils s'entraînent entre eux, ils sont en crossfit tous les jours, et ils font des compétitions tous les week-ends. À un moment, il faut juste être réaliste et dire que voilà, ces gens-là, le top du gratin de l'IBJJF en violette, même en bleu, je dirais qu'il y en a même qui sont très problématiques. En date d'aujourd'hui, ils sont ceinture noire pour moi, largement facilement, et ils ont un niveau même. En fait, c'est juste, ils sont pas noirs parce que c'est une question de temps. Et que, Voilà, c'est tout, ils doivent passer par leur ceinture parce que tu es obligé de passer et qu'il y a un nombre de mois obligatoire et que voilà, on attend. Ils font leurs 2 ans en bleu, puis leurs 18 mois en violette, puis leurs 12 mois en marron, et voilà. Ils alors ont pas ça le veut choix. plus rien. Enfin, ça veut plus rien dire. Ça veut rien dire. Cette personne, Lutfi, qui a 4 ans de jiu-jitsu brésilien. Exactement, c'est exactement ce que je lui ai dit. Et donc, quand il a perdu l'absolute, donc il a combattu contre Liberati. Liberati, il a fait 3e ou 2e en moins de 100. Il perd contre un des frères Muniz, lui aussi. Cicero Costa, 100 kilos, forme de corps de léger, incroyable. Il fait une grosse guerre avec lui, mais il perd quand même. Tu vois, il perd 5-2. Et je lui dis, écoute, là, franchement. C'est un combat dur, c'est un beau combat. Ce que je te dis, c'est que là, il a plus d'expérience que toi, tu vois. Il a dit, si tu veux, on lui demande depuis combien de temps il fait du JJB, puis on voit avec toi, tu vois. Et je lui ai pas demandé, hein, mais bon, il va me répondre, ça fait 10-12 ans. Voilà, bon, bah, Lutfi, c'est sa 4e année. Il a un très gros niveau, mais ça reste sa 4e année. Il y a des choses qui sont pas encore acquises. Il y a un petit manque d'expérience, on pourrait dire. Et voilà, c'est tout, il faut juste continuer. Il n'y a rien à dire, c'était un beau combat. Je pense qu'il peut le battre aussi, mais voilà. C'est ce que j'allais dire, Lutfi, pour bien répéter. Lutfi. Donc Lutfi, pour toi, c'est quelqu'un qui, l'an prochain, potentiellement, peut tenir tête à ces gens-là alors. Parce qu'il aura clairement. qu'un an de plus, et eux auront aussi un an de plus. Non, mais clairement, mais après, il faut travailler, etc. Là, il fait 3e, première année en violette. On verra l'année prochaine où il en sera. Pour l'instant, il y a d'autres compétitions. Il faut pas voir les Europes comme une finalité de quelque chose. Les Europes, c'est la première grosse compète de la saison. C'est juste la première. La dernière, c'est les Worlds. Donc, il y a encore le temps. Il y a encore toute la saison. Il y a les PAN, il y a les World Pro, il y a peut-être le Brasileiro pour Lutfi aussi. Donc voilà, aller taper des Brésiliens. Parce que, attention, en ceinture de couleur, le Brasileiro, c'est peut-être plus dur que le mondial. Hein. C'est ça. Donc ça, il faut le savoir aussi. Les gens, ils savent pas. Ils disent, ouais, il a été champion du monde. Ok, mais le Brasileiro, les Brésiliens, il y a tellement de Brésiliens qui n'ont pas le visa pour aller au mondial. Parce que d'ailleurs, par exemple, les frères Muniz, l'année dernière, n'étaient pas au mondial. Aucun des 3 frères. Parce qu'ils n'ont pas eu le visa. D'accord? Donc ça enlève sacrément des soucis à la catégorie bleue de l'année dernière. Parce que sinon, ils auraient fait champion du monde. Hein. Ou alors, ils auraient sûrement fait champion du monde. Donc voilà, est-ce que cette année ils vont avoir leur visa? C'est pas sûr. Jackson Souza, il a été refusé 6 fois ou 5 fois, je sais même plus combien. Donc voilà, donc le Brasileiro à São Paulo, dans le chaudron là-bas, c'est la guerre mondiale. Avec les mecs qui. La guerre mondiale du Brésil. Avec les mecs qui économisent tout leur réal pour aller faire juste cette compète. C'est sûr. Donc c'est ce qu'il faut se dire, quoi.
Donc voilà, il y a d'autres compètes, c'est pas une finalité les Europes, c'est juste une belle compète pour nous, mais Mais c'est ça que je trouve c'est pas dommage la finalité. avec le Brasileiro, c'est que, comme tu dis, le niveau il est vraiment très élevé. Ah, le niveau il est horrible. Et- Mais surtout en couleur. Ouais, surtout en couleur, ouais, surtout en couleur. Mais manque de promotion par rapport à un PAN ou un. C'est bon, ça. World, World, mais par rapport à un PAN. Ah, mais c'est normal, c'est pas Ouais. l'IBJJF, hein, Ouais, c'est la CBJ. Donc vous conseilleriez, vous voulez vous tester en ceinture de couleur, vous voulez vous tester tout ça, on oublie les Europes, on oublie les Worlds et tout machin, on va au Brasileiro. Ah, si tu veux, ah oui, moi, enfin, c'est pas un conseil. Attention, les Europes, ça reste un très gros niveau, hein, les Europes, les PAN, les mondiales et tout ça. Mais en ceinture de couleur, une des plus grosses compètes à faire, c'est le Brasileiro. Mais il suffit de regarder la liste des inscrits quand il y a le Brasileiro. Hein, c'est la semaine après Abu Dhabi. Il suffit de regarder. Hein. C'est en bleu des 120 mecs. C'est la folie. C'est des 7-8 combats. C'est horrible. Horrible. T'as beaucoup de mecs très très forts qui, comme tu dis, n'ont même pas forcément même le moyen d'aller dans une autre ville pour aller combattre. Par exemple, des mecs de Rio, ils combattent que dans l'état de Rio. Il y en a qui vont que dans l'état de São Paulo. C'est ça, Et exactement. au Brasileiro, ben, des fois, le club, ils prennent un bus, ils vont prendre 10 gars et les 10 gars, ils vont partir au Brasileiro. Donc en gros, c'est un peu le, faut pas dire le mondial des Brésiliens, mais. C'est un peu on ça. pourrait- on Bah, peut c'est dire un peu ça. Hein. C'est un peu le mondial des Brésiliens, quoi. Le mondial IBJJF, c'est la compétition. Et on va dire que vraiment que c'est ceux qui méritent de partir et qui ont les visas qui sont sélectionnés pour aller au mondial chez les Brésiliens. Alors ceux qui sont déjà dans les programmes américains ou ceux qui ont déjà, on va dire, un petit nom, ils peuvent partir au mondial sans problème. Mais pour ceux qui sont en train de monter dans la hiérarchie des non connus, eh ben, il y en a, ils vont se réserver que pour le mondial. C'est ça. Voilà, donc le mondial, ça écrème aussi beaucoup C'est la folie. Hein. de gens. Donc là, tu te dis que le niveau, il est sur notre galaxie encore. Je dis pas que le niveau de l'Europe, il est pas fort, mais il y a quand même une différence entre le niveau de l'Europe et du mondial. Hein. Ça, c'est quand même Ah oui, sûr et certain. ça c'est sûr. Et les gars, quand ils combattent au mondial, c'est pas la même intensité. Pour être allé plusieurs fois, 2 fois, c'est vrai que tu sens une tension là-bas. C'est chaud. T'as fait les mondiaux toi Alex, non? J'ai fait en bleu en 2012 et j'ai fait en marron quoi, en 2016. Quand Mathias était là avec Reda, qui Reda avait fait 2e au passage. Et il a perdu contre Complet de roue Machado. Voilà, exactement. Au passage, bon, bah, voilà. Tu vois, comme quoi, c'est marrant parce que tous ces compétiteurs, ils se retrouvent toujours en même temps c'est sur ça. les ceintures. C'est ce ça qu'on me donne. disait l'autre jour. Le podium de l'Absolute Violette, ok, il y a 3 semaines, il y a eu une compète au Brésil où il y a un mois, je me souviens plus, c'était juste avant le jour de l'an. Le podium de l'Absolute Violette, donc des Europes, hein, adultes, il y a 3 mecs sur le podium que j'ai vu sur le podium d'une catégorie d'une compète d'un dimanche au Brésil, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? C'était compète de Openzing, tu vois, un vieux truc, Churrascaria, Open de la Churrascaria 3. Et bah, sur le podium, il y avait Muniz, il y avait Liberati, il y avait je sais plus qui à côté. Bref. Donc voilà, c'est forcément, on n'est pas encore là, mais voilà, on continue. Et du coup, pour enchaîner sur ça, on a quand même des champions. On a eu des championnes aussi en blanche et en bleu chez les filles. Exactement. Donc, parlons-en, n'est-ce pas? Oui. Alors chez les filles, je crois c'est une élève de Manu Fernandez hein, qui a été championne, il me semble, mais il y a eu d'autres résultats. C'est comment elle s'appelle? Je suis déjà chez les bleus. Attendez, pardon. Je vais retrouver middle, medium heavy, heavy, super heavy. Non, bah je l'ai plus. Je l'avais tout à l'heure. Je vais retrouver, pardon. C'est Océane, non? Élève de Manu Fernandez, Manu Fernandez. Académie Pythagore Qui est à dans le Bordeaux. En sud-ouest. blanche, tu as eu 3e Diane Laval de Verdun Combat France et Manon Domerge de Jiu-Jitsu Gap. Donc c'est bien, t'es podium en ceinture blanche. Ah non, c'est en bleu qu'elle a gagné Océane. Et voilà pour les 2 blanches. Ça c'était en blanche, donc en bleu, il y a des Françaises aussi qui ont fait des médailles. Où est-ce que je l'ai vu? Je suis quand même pas fou. Je l'ai vu. J'ai une Et middle Vi- aussi. Ah voilà, Océane Jativa. J'espère que je prononce bien. Académie Pythagore, adulte, femelle bleue, femelle pardon, super heavy. Elle a gagné sa caté, donc c'est top. J'ai vu qu'il y a une élève de Vincent Nguyen aussi. En fait, c'est chiant parce que comme les résultats sont en train de se mettre à jour, puisque la compète continue, Bien sûr. à chaque fois que je descends, là, ça me remet en haut de la page. Il y a une élève de Vincent Nguyen qui est, elle aussi, médaille. Elle a fait 3e. Tu l'as ou pas? Moi j'ai surtout devant moi. Venez Lauriane, voilà, Académie Vincent Nguyen, en heavy, elle a fait 3e. Donc c'est tout ce qu'on a chez les filles, je crois. Ouais, et après on a en middle violette, on a Juliana Ferreira de la MK Team
qui vient du Jiu-Jitsu Fighting, je crois, à la base. Ah d'accord, elle a fait Ouais. quoi? Elle a fait deuxième en violet, Deuxième. en middle. Et troisième, Marie-Laure Bessala du JC Melun. Ça c'est en violette, hein. Ouais, en violette. Et il y a Émilie Neto aussi de la GF Team qui fait troisième en rooster. Ok. Chez les filles. Elle a perdu son combat, hein. Elle est troisième, mais elle a perdu son combat. Et adulte middle, en tout cas, fille middle moins de 88, quelqu'un de chez Arania, Barbara. Bon, ça doit pas être moins de 88 chez les filles, je te rassure. Medium heavy. Ouais, mais de mes vies. Tu connais encore Je te la catégorie, rassure. gars. C'est pas la catégorie des hommes. oui, c'est vrai, Mais effectivement. en tout cas, c'est medium heavy, Voilà, effectivement. chez les filles, je ne sais pas le poids, excusez-moi mesdames, mais c'est. On n'en parle pas, on ne parle pas de ça en fait. Voilà, Donc, Barbara. Juste, moi, je voulais parler un peu des masters. Aujourd'hui, donc c'était la journée là, des masters 1 sur les bleus et les violettes, je crois. Après, il y avait quelques marrons, peut-être en Marron aussi, master, ouais. Une plusieurs. partie, ça s'est séparé en deux, je crois. Demain, il y a la suite Après, des demain, marrons. c'est vraiment les masters 2, les masters 3, etc. Et alors, bon, ça va peut-être être un peu dur, hein, ce que je vais dire, mais je le pense complètement, sinon je le dirais pas. Hein, moi aussi, je combats en master samedi, il n'y a pas de souci, j'ai rien contre les masters. Mais alors là, de ce que j'ai vu, c'est incroyable la différence de niveau entre adulte et master 1. Ah, mais là, c'est même pas. Alors là, c'est flippant. Franchement, C'est véridique. et c'est j'ai jamais vu. Enfin, soit je me rendais pas compte parce qu'avant j'avais pas de master et là c'est la première année où je coach des masters, je sais pas. Ou le niveau a complètement explosé chez les adultes. Mais là vraiment, j'ai senti une différence, mais dans tout quoi, dans le jeu, le placement, les tirages de garde, la façon de faire, les techniques utilisées, même surtout les techniques utilisées en fait. Mathias, moi j'ai une petite théorie là-dessus, mais peut-être que je me trompe. Hein. C'est que l'année dernière, en tout cas aux Européos, les masters et les adultes étaient mélangés sur les tatamis. Ah, que Et peut-être comme- donc ça se et voyait comme- pas, la différence était moins Exactement. choquante. Je suis d'accord avec toi. Et alors, moi j'ai ressenti pareil que toi. C'est Hein. L'intensité des combats C'est entre hier possible et que, aujourd'hui, oui. c'était fou. J'ai bien Voilà, compris. je voudrais juste préciser parce que c'était pas clair. Tu dis que toi, tu as vu une différence de niveau. Tu as trouvé ça moins intéressant. Je veux pas dire moins Non, bon. non, non. Moins intéressant master que adulte. Pas moins intéressant, hein. C'est pas ça que Donc moins je bon veux alors. dire. C'est juste pour- Voilà, c'est c'est-à-dire de que dire c'est pas dessus du trop tôt, tout mais la bon. même chose. C'est-à-dire que c'est vraiment D'accord. c'est Non, parce que pour que ce c'est soit bien deux clair. sports totalement différents. Et c'est incroyable. C'est-à-dire que même dans les techniques utilisées, c'est-à-dire qu'en 76 par exemple, donc moi j'ai un élève là qui a gagné en moins de 76 aujourd'hui, ceinture bleue, donc il a fait 6 combats, hein, donc c'est quand même énorme, donc c'est ça super. Mais le niveau technique de moins de 76 bleu master, que ce soit au-dessus comme en dessous, c'était du basique, on va dire. C'est-à-dire que c'était bien, c'était un niveau de bleu, aucun problème, un niveau de bleu basique. Alors que si on regarde les ceintures bleues moins de 76, adulte, c'est un niveau dingue. C'est très dur de les suivre, techniquement. Même à notre niveau, voilà, c'est très dur. Ça envoie de la 50, ça envoie du lapel, ça envoie du berimbolo, ça Bah envoie ouais, tout. mais c'est une question de génération. Les C'est masters, une question de génération. Non, les mais masters qui sont exactement. aujourd'hui sont pas ceux qui s'entraînent depuis qu'ils ont Exactement, 5 non, ans. non, en mais fait. bien sûr, exactement. Et comme je dis, hein, je combats en master, moi, il n'y a aucun problème. D'accord, je suis pas du tout contre ça. Mais bref, c'était une petite parenthèse. Maintenant, aller faire, donc là, comme j'ai dit, 6 combats, gagner 6 combats pour être champion dans les catégories sont blindées parce que les mecs ont 30 ans, qui pourraient rivaliser avec des adultes, mais qui ont commencé le jiu-jitsu à 27, 28, bah, ils se disent, bah, je vais me mettre en master. Et donc, du coup, ils sont nombreux. Et donc du coup ça leur fait des sacrées compètes, et les champions master ils ont des sacrées conditions physiques quand même, parce que C'est ça. pour enchaîner 4, 5, 6 combats, apparemment en 82, oui je crois que c'est ça, en 82 il y avait certains mecs qui avaient un tour préliminaire, ça leur faisait 7 combats, C'est énorme. donc c'est vraiment monstrueux. Donc voilà, donc en tout cas très bon, enfin très belle journée, hein, avec des Français, avec Mamad là qui fait 3ème, Mamadou Sissoko, avec Ruben Carbajo donc qui gagne sa KT en moins de 76. Il doit y avoir beaucoup d'autres résultats là, tout n'est pas à jour sur le site IBJF, mais vraiment une belle journée, et je pense que les masters nous ramènent beaucoup plus de médailles que les adultes, en tout cas au niveau français. Exactement. Et puis ça reflète aussi la population du jiu-jitsu français aussi. Hein. Exactement. On a beaucoup plus de masters De que 30-40 ans. Voilà, de C'est 30-40 ça. ans que d'adultes. C'est ça. C'est le vivier qu'on a en France. C'est ça. Donc effectivement, potentiellement, on a plus de chances de ramener des médailles chez les masters Exactement. que chez les adultes. Et c'est une problématique, on pourra en discuter sur un prochain épisode, que, par la suite de notre développement du jiu-jitsu. Mais moi, j'ai le même ressentiment que Mathias sur cette compétition, c'est qu'on a eu un décalage de journée. C'est-à-dire que niveau technique, comme je l'ai vu en bleu ou en violette, c'était précis. On avait des niveaux, comme tu dis, de ceinture noire. À niveau de la précision, au niveau du timing, au niveau des techniques. Et puis c'est vrai qu'aujourd'hui,
comme tu dis, c'est bien séparé et tout ça. On a un peu moins de technique, des catégories qui sont full. C'est vraiment un master depuis. Avant, en master, tu venais, tu faisais 3-4 combats, c'était fini. Maintenant, dans les bleus, les violettes, il y a des 30-40 personnes, des 8 à 6 combats, ce qui est énorme, ce qui est même fou. Et voilà, le niveau master augmente, mais le niveau adulte part sur une autre galaxie. C'est ça. Et c'est ça. c'est juste c'est que ça. là, le fossé- niveau augmente, attention. Ouais, Ouais. voilà. En master, hein, les mecs qui gagnent, ça envoie du lourd. Hein. C'est des très Exactement. bons. C'est des mecs, vous allez les prendre en entraînement, Ça ils va vont être vous faire compliqué. mal. Hein. C'est ça. Mais c'est niveau ça, le adulte, niveau ouais. adulte est en train de. Enfin, chaque année on le dit, mais là, c'est fou, quoi. C'est stratosphérique. Toi, Mathias, qui a une académie, alors après, Alex, tu as sûrement forcément une idée aussi, parce que tu es quand même très proche de tout ça. Mais est-ce que tu penses que c'est un petit peu notre faute, finalement, de ne pas attirer assez d'enfants parce que c'est ça, en fait, le vrai truc, Non. c'est que les Américains, ils ont compris très rapidement. Petit à petit, le sport va se développer. Tu as une section enfant, toi? On a une section enfant, ouais, bien sûr. Tu en as beaucoup? enfant. Ouais, on a beaucoup d'enfants en bas, ouais. Ah ouais? Bah oui, ça marche très bien. Ça Non, marche. vraiment, c'est une Bien vraie sûr, ouais, question. bien sûr, bien sûr. je- On a une section enfant à Bourg-la-Reine et on a une section enfant avec Anne Toupet à Meudon-la-Forêt. Ça se développe super bien, ça marche très bien, c'est un super travail. Voilà. Il y a un gros lobbying du judo, il y a un gros lobby qui est fait pour bloquer pour l'instant. Un jour ou l'autre, ça pourra pas rester éternellement comme ça. Voilà, à nous d'être les acteurs, à nous de développer notre sport au maximum, à nous d'organiser des compétitions pour les enfants au maximum, afin que les clubs ils puissent participer le plus possible. Et comme ça, on pourra développer ça et du coup, le niveau ira en augmentant sur les jeunes en France. Exactement. Et puis surtout, quand tu vois le développement de notre sport, tu vois, par exemple, on fait comment dire, un live depuis Lisbonne, c'est jamais arrivé. Voilà, c'est ça. On n'a jamais rien fait pour le judo. Parce que vous êtes exceptionnel. Merci Castagne FM, merci Castagne FM. On en rigole. Castagne mais FM. moi, j'aurais kiffé il y a 3-4 ans, prendre Bien mon sûr. avion, écouter un podcast sur l'européenne, savoir que C'est voilà, clair. il y a des gens qui sont là, C'est que clair. comment dire, on va parler peut-être de moi un petit peu, c'est sympa. Bah, bien sûr, on faire l'a- un petit débrief voilà, des Français et tout. On l'a jamais fait. Et ça, pour moi, ça fait partie aussi de l'évolution de notre sport. Exactement. Parce qu'on n'en parle jamais de notre sport. Ouais, les gens sont là, ouais, mais tu connais les réseaux sociaux, tout ça, mais on vit dans les réseaux sociaux. On est tous les jours connectés, on regarde les photos des gars aux États-Unis. Les Américains, ils se gênent pas à envoyer des réseaux sociaux, des podcasts, des C'est choses. ça. Et t'as entièrement raison. Et d'ailleurs, ceux qui nous écoutent, là, nos auditeurs, tous les petits castagneurs, Les exactement, bagarreurs. comme dit Adrien, si, j'en sais rien, vous avez des idées, vous connaissez des gens qui connaissent des gens qui ont des idées, voilà, quelque chose qui peut faire. Si vous n'êtes pas qu'un bagarreur. Mais non, mais c'est vrai, parce qu'on passe tous pour des idiots, mais c'est pas vrai en fait. Ah On oui, est c'est des pas gens sensés et sensibles. C'est même Mais écrit. on se posait même la question tout à l'heure avec un de tes élèves, là, donc le frère de Ruben, si je me Alexis. trompe pas. Alexis, exactement. On se posait la question comment aider nos athlètes. Je voyais Reda, parce qu'on peut en parler, hein, on va arrêter de. Mais Reda, donc Hamzaoui qui fait 3ème aux Européos. Alors c'est pas le Brasileiro, hein, j'ai compris. Hein, mais, Non, attends. mais c'est complètement fou. très, très lourd. C'est donc un combattant. Alors, il y a aussi donc Lutfi qui combat. Et je le voyais faire les calculs sur ce qu'il devait sur les nuits. Alors je suis désolé, je brise peut-être le rêve de plein de gens et tout, mais nos jujitsukas français ne sont pas des athlètes professionnels. Or ils font des résultats d'athlètes professionnels. Voilà, il faut trouver des moyens de les aider, de pouvoir les envoyer ailleurs, de pouvoir les envoyer plus loin dans certaines compétitions, les aider, parce qu'il n'y a que comme ça que ça tirera vos clubs, que ça tirera les résultats des Français à l'international. Peut-être même que ça amènera sur l'ouverture du MMA en France, des choses comme ça. Je pense que si on peut servir à ça aussi, faut le mettre en avant aussi. C'est ça. Voilà. Je suis bien d'accord. Ah, moi aussi, je suis d'accord. Et puis, voilà, ça fait partie de notre évolution. Moi, je pense qu'il y a plein de choses qui vont se débloquer sur ces prochaines années. Et j'espère que le niveau chez nous, il va augmenter. Que ce soit en France ou même que ce soit en Europe. Parce qu'on parle de la France, mais il y a aussi d'autres pays en Europe qui se développent. La Belgique, la Suisse. C'est des pays francophones et ils ont des bonnes équipes. Hein. Notamment en Belgique, tu as Cicero qui ont des bons gars. On a Econ en Suisse. Voilà, Académie avec voilà, Amal et exactement. tout ça. Exactement. Donc, quand on dit français, il y a aussi tout le réseau francophone. Et ça Les se développe. Suisses avec Icon. Voilà, Suisse avec Icon, même Robinho à Shikimura en Suisse. Kimura, Donc exactement. voilà, ils ont quand même des gars qui ont fait des podiums. On a beaucoup de Français qui combattent dans les équipes suisses. Ouais. Parce que moi j'en étais un à l'époque et j'en connais beaucoup. C'est qui le vrai, font. c'est vrai. Et on a beaucoup de Français sont qui expats. et voilà, ils sont dans la région collée à la Suisse. On a beaucoup de clubs qui sont dans le coin. Et ça, on n'en parle pas non plus. Il y a aussi, ils ont besoin d'avoir un peu de reconnaissance parce De que c'est d'autres visibilité, pays hein. voilà, qui sont aussi avec d'autres règles. Par exemple, le MMA est autorisé en Suisse, le MMA est autorisé en Belgique. Bon, bref. Voilà, et je pense que tout ça, ça peut être une bonne cohésion sur le milieu francophone. Donc voilà, j'espère qu'on aura des résultats aussi de ces gens-là en compétition.
par la suite. C'est ça. Parce que ces gens-là sont quand même, viennent au championnat de France. Hein. Bien sûr, bah ouais, les Suisses viennent au championnat de France généralement. Exactement. Et Et ils font les compétitions locales françaises. Ils viennent, à l'époque, ça descendait beaucoup dans le sud. Ils font les CFJB, oui, à Toulon et tout. C'est vrai. Donc voilà, c'est un gros réseau. Pour finir là sur ce petit débrief, on note quand même, on en avait déjà parlé, mais qu'à Lisbonne il y a quand même une cohésion des Français où même si on n'est pas du même club, tout le monde se soutient, tout le monde se donne un petit conseil, tout le monde se donne un petit truc. C'est très très clair. Et ça c'est vraiment bien, c'est vraiment beau, c'est ce qui fait la magie de notre sport, c'est que tout le monde se mélange. Sur un tatami on peut avoir de tout. Donc, et puis c'est bonne ambiance, franchement, voilà, en vrai, il n'y a pas de vraiment guéguerre. bravo, merci tous les Français. On continue comme ça. Bravo à tous ceux qui ont eu des médailles, tous ceux qu'on n'a peut-être pas cités. On est vraiment désolé. En tout cas, bon courage à ceux qui n'ont pas encore combattu. Et voilà, profitez au max. On se voit bientôt les amis castagneurs. On se retrouve très très bientôt puisque cette émission-là est diffusée là. Ah oui les gars, désolé, on vous a pas dit, mais on se revoit rapidement là. Donc si tout se passe bien, on peut prendre rendez-vous tout de suite. Ce sera vendredi, donc 25 janvier. Ce sera diffusé le 25 janvier, en tout cas, le débrief des Européos avec nos 2 super consultants pour finir cette trilogie. Ça marche, pas de souci. Et ben merci à tous, merci de nous avoir suivis. On est hyper content d'avoir fait cette émission. On passe un super moment à Lisbonne et on va retourner pour les 2 jours qui arrivent, 3 jours qui arrivent encore, suivre tous nos Français, toute cette compétition de dingue. Jérémy, tu as bien raison Adrien, on passe un bon moment ici et pour tous ceux qui ne sont pas là, on passe un bon moment pour vous. Il y a pas de problème. Nous on en profite. Il faut que vous veniez, rejoignez-nous à Lisbonne l'année prochaine. On sera encore là, j'en suis sûr. Et voilà, merci à tous. Alex, un petit dernier mot pour terminer tout ça. Bah, voilà, et puis c'est sympa. N'oubliez pas que dimanche ça va être le spectacle. Donc connectez-vous sur Flow Grappling. Et samedi l'Absolute aussi. Il y aura les masters pour les plus vieux en ceinture noire. Vous pouvez venir nous regarder. Chance à vous les gars. Voilà. Nos deux consultants bagarres. Les anciens combattre. Et puis l'Absolute. Et puis dimanche le spectacle. Et bah merci à tous. Beaucoup, au revoir, très bonne journée. Ciao.